sans doute Emmanuel Macron est le premier à avoir essayé d'assumer un modèle communautariste. Je me souviens de sa campagne, sa première campagne où il s'adressait aux Comoriens, aux Italiens, aux Maliens, au lieu de s'adresser aux Français. C'était lors d'un meeting à Marseille. Aucun de ses prédécesseurs n'aurait fait. Non, aucun ne l'aurait fait. Ensuite, il a pris Yacine Bellatar quand même, fallait le faire comme conseiller à la ville. Papendiaï aussi à l'éducation. Donc c'est sûr, on a franchi des seuils. La France est-elle foutue ? La question peut sembler un peu provocatrice, mais elle reflète le sentiment de nombreux Français face au chaos politique, au déclassement économique, à la fracturation identitaire qui habite notre pays. Plus de la moitié des Français affirment qu'ils auraient préféré être nés en 1975 plutôt qu'en 2025. Alors, cette nostalgie de la France d'avant est-elle justifiée ? Peut-on encore redresser et réconcilier notre pays ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à mes deux invités, Alexandre Devecchio et François-Olivier Gisbert. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous avez de nombreux points communs. Vous êtes tous les deux journalistes. François-Olivier Gisbert, vous avez été directeur du Figaro et du Point. Alexandre Devecchio, vous êtes actuellement rédacteur en chef des pages débat du Figaro. Vous êtes tous les deux des enfants d'immigrés qui avaient la France au cœur. C'est ce que vous racontez d'ailleurs tous les deux dans deux livres qui sont très personnels et qui racontent un peu cet amour de la France que vous avez. Alors, d'abord, François-Olivier Gisbert, ce livre, Voyage dans la France d'avant, qui est le dernier volet de votre cycle sur la 5e République. C'est le 4e volume de la trilogie. Voilà, le 4e volume de la trilogie, exactement, je m'y perdais. Et vous racontez, c'est un mélange de souvenirs, d'anecdotes personnelles, mais aussi de faits historiques sur cette France que vous aimez et que vous voyez le cœur serré en train de disparaître. Et Alexandre Devecchio, vous publiez ces jours-ci ce livre qui démarre très fort. Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue, où vous racontez votre enfance, votre jeunesse à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis et votre parcours jusqu'au Figaro, dont vous êtes un des brillants collaborateurs. Un livre absolument remarquable, un témoignage vraiment à la fois touchant, intelligent et sensible, que je vous recommande chaudement également. Merci. Alors, je le disais dans mon introduction, il y a un sondage qui est paru en décembre dernier, un sondage mondial, Is Life Getting Better ? 57% des Français déclarent donc qu'ils auraient préféré naître en 1975 plutôt qu'en 2025. C'est un pourcentage nettement supérieur à la moyenne mondiale qui est de 44%. Alors j'ai envie de vous demander, François-Olivier Gisbert, vous qui êtes né pendant les 30 Glorieuses, qui est ce qu'on appelle un boomer, qui avait grandi dans cette France. C'est-à-dire, en fait, je suis un sale type, parce que c'est comme ça qu'on se fait engueuler, c'est à cause de nous, qu'il y a tous ces problèmes, que non, en tout cas, vous avez eu la chance de naître à une époque où la France était au top, on va dire. Il fallait bosser. Il n'y avait pas les 35 heures à l'époque, je me souviens. Est-ce qu'en tout cas, vous partagez cette nostalgie qu'ont les Français, visiblement, pour la France d'avant ? Ah bah oui, évidemment. Moi, je la partage totalement. D'ailleurs, ce livre-là, on peut dire, c'est aussi les souvenirs d'un boomer, c'est-à-dire de quelqu'un qui est né en 1949, après la guerre, où finalement la France était à refaire. Ça s'est très mal passé, ça n'allait pas du tout. De Gaulle est arrivé en 1958, il a tout remis la France au carré, quoi, c'est-à-dire avec une croissance, même avec une politique d'assainissement des finances publiques qui était extraordinaire, puisque les résultats sont arrivés immédiatement, une croissance à la chinoise, 5-6%, les gens regardaient partout dans le monde, l'avenir de la planète se passait en France, quoi. C'était un peu ça. Et on travaillait comme des chiens. Parce que c'est quand même une époque, mais ça me frappe beaucoup par rapport aux générations suivantes, et ça continue d'ailleurs, c'est que le travail n'est plus l'une des valeurs fondamentales. C'est-à-dire, je pense que la gauche, notamment dans les années 2000, sous Jospin, avec les 35 heures, a réussi à détruire cette valeur travail, qui était la valeur travail, d'ailleurs, c'était une des grandes valeurs de la gauche. Si vous regardez les textes de Jaurès, etc., la liberté du travail, le droit au travail, etc. Et c'est vrai que c'est devenu quelque chose qui était finalement... c'était pas bien, on prenait la place, on empêchait les gens de travailler, en fait, quand on travaillait, puisque Madame Rousseau explique que c'est mauvais pour la planète. D'ailleurs, on supprime, avec ces 35 heures, soi-disant qu'on devait créer des emplois, il n'y a pas eu un seul emploi créé. Bien au contraire, c'est un affaissement du pays. Et la raison
pour laquelle, effectivement, beaucoup de Français, aujourd'hui, auraient préféré naître en 49, c'était pas mal, je vous assure. Bon, simplement, moi, j'ai été élevé dans une ferme, parce que mes parents étaient bobos bio avant l'heure, et il y avait la tinette, vous voyez, les conditions n'étaient pas absolument géniales, mais c'était bien, ça progressait tout le temps. Et puis, on voyait que le pouvoir d'achat des parents, ils n'avaient pas des boulots flambants, mais ça montait, ça. Et puis, je voyais les voisins autour, etc. Il se passait quelque chose. Aujourd'hui, on est dans une période de déclassement, d'où le pessimisme français. Moi, je ne suis pas pessimiste, parce que je ne suis pas de nature pessimiste, mais c'est vrai qu'il y a des raisons d'être pessimiste aujourd'hui. Alexandre Devecchio, vous n'êtes pas né pendant les 30 Glorieuses. Vous êtes né, je crois, en 1986. 86, ouais. Sa vie, et moi, je finis la mienne. C'est pour ça que c'est pas tout à fait... Vous appartenez à deux générations c'est différentes. pas tout fait le même ton, quoi. Oui, mais il y a quand même dans votre livre aussi une forme de nostalgie, peut-être. En tout cas, votre livre s'appelle « Nous vivions côte à côte ». Donc c'est bien que dans votre enfance, en tout cas en Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine, vous aviez l'impression qu'en tout cas, alors je sais que vous n'avez pas le mot de vivre ensemble, mais en tout cas qu'il y avait une forme de coexistence entre les communautés qui n'existe plus aujourd'hui. Alors ça aussi, ça s'est aggravé ? Oui, effectivement, j'ai jamais connu l'âge d'or des 30 Glorieuses, ni la France du plein emploi. Je ne m'intéresse pas tellement d'ailleurs à la question économique dans le livre, mais plutôt aux questions identitaires. Et j'ai connu effectivement une France qui n'était déjà plus la France de l'assimilation de mon grand-père italien, qui n'était plus tout à fait la France de l'intégration de mes parents, qui était déjà le début de la France de la désintégration et de la désassimilation, mais il y avait encore un côte à côte possible. Il y avait les problèmes d'insécurité, on parlait déjà de la racaille, et ce que je raconte, moi, c'est comment on a basculé en une quarantaine d'années du côte à côte au face à face, par petites touches, sans toujours le voir. Quand j'étais jeune en banlieue, la question de l'islam se posait finalement assez peu. Je raconte dans le livre mon enfance à l'école publique avec des instituteurs plutôt de gauche, mais qui étaient à la fois laïques et qui avaient conscience de vivre dans un pays de culture chrétienne. Il y avait un sapin de Noël, il y avait une crèche à l'école, ça posait absolument pas de problème. Et puis il demeurait une forme de mixité à Épinay-sur-Seine, à Saint-Denis surtout. On a vu un bouleversement démographique total, la montée du communautarisme et de l'islamisme. Et effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que la coexistence est quasi impossible et qu'on n'est pas encore dans la guerre civile, mais en tout cas dans le face-à-face que Gérard Collomb avait prédit. François-Olivier Gisbert, vous avez cité, vous, plutôt des facteurs économiques de déclin, le travail, les 35 heures. Est-ce que la question identitaire est aussi une question qui vous traverse? Est-ce que vous avez pris conscience aussi de ce sujet peut-être plus tardivement? Peut-être plus tardivement, mais enfin, quand même, moi aussi. C'est-à-dire, de toute façon, nos deux livres ont beaucoup de points communs. Oui. Quand je vois son enfance, c'est la mienne aussi. Parce que mon père est immigré, c'est un Américain. Il a fait le débarquement le 6 juin 1944, dans la première vague. Il en a pris plein la gueule, tout le monde est mort autour de lui. Il était sourd d'une oreille. Il était un peu spécial, parce que la guerre l'avait vraiment pas mal abîmé psychologiquement. Et ma mère était prof de philo, l'a suivi aux États-Unis, après ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient vivre en France. Mon père, ma mère aussi était contente de rentrer, mais mon père voulait vivre en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aurait préféré vivre en Italie, parce qu'il était fasciné par l'Italie. Mais bon, la France, pour lui, c'était formidable, parce que l'Europe, c'était la civilisation. Et mon père, par exemple, ça ressemble beaucoup. C'est l'histoire de l'intégration. C'est-à-dire, on parlait français. Mon père, il parlait avec un accent américain, je ne veux pas l'imiter, c'est tellement horrible. Et il parlait français. Parce qu'ici, on est en France, il disait tout le temps. Et au fond, j'ai pas été... Alors le truc, il y a un peu la double culture chez Alexandre. Chez moi, j'ai pas vécu ça du tout comme ça. Mon père était un Américain, parce qu'il a gardé la nationalité américaine. C'était trop compliqué, sans doute, de prendre la nationalité française à l'époque. Mais il se considérait comme français. D'ailleurs, au début de mon livre, je parle de Giacometti, Alberto Giacometti, que j'ai connu quand j'étais gosse, vers 15 ans, que j'ai vu à plusieurs reprises, qui passait des heures avec lui, il me consacrait beaucoup de temps. Ça aussi, c'est l'époque d'avant, la France d'avant. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont du temps, ils sont disponibles pour écouter les jeunes, ou plutôt pour leur parler, pour passer des messages.
Alberto Giacometti était français. Je veux dire, il n'avait pas la nationalité française. Il vivait en France, il aimait la France. La France, pour lui, c'est un grand pays. Et ce qui s'est passé, c'est très simple, je vais vous dire. Et c'est tellement atroce, parce que c'est ce qu'on vit. On n'est pas gouverné. C'est la réalité. On a au pouvoir un type qui est soi-disant intelligent, enfin c'est ce qu'on a cru, enfin c'est ce que disaient certaines personnes, qui est arrivé au pouvoir en 2017 et qui ne contrôle rien. Il ne contrôle pas les finances publiques, il ne contrôle rien. Et il ne contrôle même pas l'immigration. Si vous regardez bien, c'est les chiffres officiels. Alors, je sais, il ne faut pas les citer. Après, on dit, vous parlez comme Zemmour. Enfin, moi, je les cite tout le temps. Ça fait des années que je les cite. Aujourd'hui, vous êtes à peu près à 500 000 nouveaux immigrés par an. Vous rajoutez là-dessus les clandestins. Les clandestins, alors, le nouveau ministre de l'Intérieur ne donne pas les mêmes chiffres que Darmanin. Il est un peu plus prudent, bien entendu, parce qu'il est un peu plus macroniste. Mais Darmanin disait, il y en a actuellement 900 000. Disons qu'il y en a... C'est quand même plus d'1% de la population française. Disons qu'il y en a peut-être 200 000 par an qui arrivent. Ça fait donc 500 000 plus 200 000. Ça fait 700 000. En 10 ans, sous Emmanuel Macron, il y aura 7 millions de Français qui sont arrivés en plus. L'époque dont parle Alexandre, et moi, il n'y a pratiquement pas d'immigrés. Enfin, il y en a un peu quand même, mais c'est très peu. Mais ça monte, ça monte. Et aujourd'hui, c'est un déferlement. Et comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'il y ait ce qui fait la force de la France ? L'assimilation, l'intégration, avec ces instruments extraordinaires qu'il faut défendre, bec et ongle. Moi, ce que je fais, fils de prof de philo de l'école laïque, enfin qui était très laïque, ma mère très catho et très laïque, parce qu'elle disait il ne faut pas que la religion pénètre dans l'école, et pourtant, Dieu sait si elle était catho, elle était pratiquante, etc. Et finalement, ces instruments qu'on a, qui sont, donc, je le répète, la laïcité et la République, qui sont mises à mal. Et donc, c'est le problème que nous avons. Et c'est ça qu'il faut affronter aujourd'hui. C'est un problème de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique au sommet. Donc, comment voulez-vous que ça marche ? Alors, on va reparler peut-être des solutions et peut-être de l'avenir, mais face au constat, effectivement, il y a aujourd'hui une nouvelle France qui est différente de la France d'avant. Et il y a certains ne la regrettent pas du tout et au contraire l'appellent de leur vœu. Et bien, on va écouter un petit extrait sonore de quelqu'un que vous aimez tous les deux beaucoup. Jean-Luc Mélenchon. Notre nouvelle France est là. Nouvelle comme sa population, ses façons de vivre, sa vie, sa créolisation et par-dessus tout, son appétit du futur. Cette nouvelle France, combien ne la voient pas, combien ne veulent pas la voir, combien ne veulent surtout pas la voir. Alexandre Devecchio, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, quelque part, il ne prend pas acte d'une forme de réalité ? Est-ce qu'il n'est pas le plus réaliste d'entre nous ? J'allais dire, il a le mérite de dire la vérité, d'une certaine manière. Je pense qu'il fait exactement le même diagnostic que moi, sauf que moi, c'est pour le déplorer. Lui, c'est pour s'en réjouir et pour aller encore plus loin dans la transformation française. Par rapport aux autres élites politiques, au moins, Jean-Luc Mélenchon a aussi le mérite de ne pas être ambigu. Dieu sait si je ne suis pas macroniste, mais je pense qu'il ne faudrait pas tout lui mettre sur le dos. Oui. Effectivement, les chiffres de l'immigration n'ont jamais été aussi mauvais, mais c'est quand même ce que je décris dans le livre et le résultat d'un long processus d'aveuglement qui dépasse largement la personne d'Emmanuel Macron. Et quand je dis les élites, c'est les élites politiques, mais également les élites médiatiques. J'ai écrit d'une certaine manière une contre-histoire des banlieues. Je considère que le récit sur la banlieue a été falsifié, notamment par les sociologues, par une partie des médias qui ont eu un discours totalement victimaire à l'égard des nouveaux immigrés et qui n'ont pas voulu entendre et écouter tous ceux qui sonnaient qui tiraient la sonnette d'alarme, les Français ordinaires, les petits blancs, mais quand je dis petits blancs, c'est aussi, ça peut être aussi des gens de toute couleur du moment qu'ils sont et de toute origine du moment qu'ils soient intégrés et qu'ils partagent les valeurs françaises. Un certain nombre de votes, Jean-Marie Le Pen, c'est déjà en 2002 et il n'y a pas eu de conséquences. On n'a pas voulu faire le bon diagnostic, de même qu'après les émeutes de 2005, on a attribué ça à des causes sociales et on n'a pas voulu voir l'hostilité qui était en train de naître de la part d'une partie de gens qui avaient parfois la nationalité française contre leur propre pays. Et on n'a pas voulu le voir, je pense, parce que les élites politiques, depuis 89,
notamment, et la chute du mur de Berlin, sont dans une utopie, celle de la mondialisation heureuse, du multiculturalisme heureux, et ils n'ont pas voulu dévier, si vous voulez, de ce récit-là. Ils n'ont pas voulu reconnaître qu'ils s'étaient peut-être trompés de chemin, et ils n'ont cessé de culpabiliser et d'invisibiliser ceux qui voulaient faire entendre une autre voix. Donc je crois que Jean-Luc Mélenchon est sans doute, son discours est sans doute inquiétant pour la suite, surtout si le bouleversement démographique se poursuit. Effectivement, je pense que lui, il n'espère pas gagner la présidentielle, mais que d'autres après puissent la gagner et régner sur une France totalement transformée. Mais la responsabilité, c'est quand même celle de ceux qui ont gouverné, et aujourd'hui encore, et là on en revient à Emmanuel Macron, je trouve qu'il y a une ambiguïté sur le modèle qu'il désire défendre. Quand il propose un haut commissariat à la diversité, alors je sais qu'il a reculé, mais c'est totalement la même logique multiculturaliste, la même logique qui va à l'encontre de l'assimilation, de la France une et indivisible, et qui ne peut que renforcer les fractures françaises et l'archipélisation du pays. Francis-Olivier Gisbert, vous qui avez été journaliste pendant des années, et qu'il est toujours d'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas que les médias ont joué un rôle quand même dans ce... Parce que vous accusez les gouvernants, ceux qui nous dirigent, mais les médias ont quand même une responsabilité en diabolisant toutes ces idées. Évidemment, non mais ça c'est clair, il y a la responsabilité des médias, moi, je peux revenir dessus, mais je voudrais répondre d'abord à Alexandre Devecchio qui essayait d'exonérer Emmanuel Macron. Moi je ne suis pas d'accord du tout. Alors, je ne sais pas. Si on me connaît, je n'ai pas exonéré Emmanuel Macron. Tu as dit, excuse-moi. Il est le dernier d'une longue chaîne de responsabilité. Ah, j'ai pas dit c'est pas sa faute, c'est vrai que... J'ai dit c'est la... Alors si tu veux, je me reprends. Non, alors attends. Je vais me reprendre, c'est la quintessence Emmanuel Macron de toutes les conneries qu'on a pu faire depuis 40 ans. J'ajoute quelque chose. Parce que j'ajouterai quelque chose. Et d'ailleurs, tu l'as un peu esquissé parce que tu te contredisais un peu à la fin. Si parce que qu'est-ce qu'il a, Macron ? Le vrai problème, c'est que c'est le premier président communautariste que nous avons en France. Il n'ose pas. Il avance, il recule, il avance, il recule. Mais au fond, le vrai sujet, moi, le désaccord que j'ai fondamental avec lui... François Hollande n'était pas communautariste ? Non. François Hollande disait attention à la partition, etc. On le sait très bien. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'immigration n'était pas contrôlée. Ça, je le concède tout à fait. Mais il y avait des politiques, que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Mitterrand, etc. Ça a commencé à ce moment-là, le courant. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais simplement, vous avez dit des politiques qui étaient encore dans l'illusion de la République, voilà, une et indivisible, etc. Mais il les sait tenir, disons, au moins ça. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a vu, il a été pris la main dans le sac quand il a proposé un espèce de truc, encore un bidule, une espèce de comité machin truc, de chou farci pour je sais pas quoi, la diaspora. Enfin, moi, je suis très pour les diasporas, c'est très sympa quand on se retrouve, etc. C'est très bien, les diasporas. Mais c'est comme comme ces cousinades, etc. Mais on est tous pour ça. Et simplement, ça vaut pas un bidule, un comité, un nouveau machin pour exalter tout ça. C'est pas vrai. Et si vous voulez, lui... Le sujet que nous avons avec ce président de la République, c'est que nous avons touché depuis 10 ans un président de la République communautariste, c'est-à-dire qui a un projet, c'est très bien. D'ailleurs, on voit le résultat en Belgique, au Royaume-Uni, avec son copain Starmer, parce qu'ils s'entendent très bien, les deux, ils font le père. Et c'est un modèle atroce. Moi, peut-être que je tiens ça de mon père, qui était au fond assez américanophobe, mais le système américain ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, on voit très bien, vous avez des contradictions absolument sans arrêt, des tensions qui montent. Franchement, elle commence simplement, l'histoire de Mamdani, le maire de New York, mais ça va pas être triste dans les années proches. Et bon, il y a énormément de contradictions. Nous avions réussi à, instituer un système qui fonctionnait, je suis désolé, l'assimilation. Après, on a abandonné parce que ça marche, parce que à cause des flux migratoires. Après, on a fait l'intégration. Maintenant, on a abandonné l'intégration. Je pense qu'il faut revenir à l'intégration. Et pour revenir à l'intégration, il faut contrôler les flux migratoires. Ça commence par ça. Oui, alors, Alexandre je suis d'accord. La première chose, effectivement, est de réduire drastiquement les flux migratoires, parce que ce qu'on constate, c'est que l'assimilation est possible avec des individus, pas avec des peuples. Ça va être très compliqué. Voilà. Maintenant qu'il y a des villes complètement homogènes, avec des codes culturels et sociaux séparatistes, de revenir à un modèle d'assimilation, même s'il faut essayer, à mon avis, de le faire. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit
France, sans doute Emmanuel Macron est le premier à avoir essayé d'assumer un modèle communautariste. Je me souviens de sa campagne, sa première campagne où il s'adressait aux Comoriens, aux Italiens, aux Maliens, au lieu de s'adresser aux Français. C'était lors d'un meeting à Marseille. Aucun de ses prédécesseurs n'aurait fait. Non, aucun ne l'aurait fait. Ensuite, il a pris Yacine Bellatar, quand même, fallait le faire comme conseiller à la ville. Papendiaï aussi à l'éducation. Donc c'est sûr, on a franchi des seuils. Je suis d'accord avec Olivier Gisbert. Mais je crois que les autres ont quand même versé dans le multiculturalisme sans le faire. Et d'ailleurs, pas seulement les présidents de la République. Ça va bien au-delà. Quand je parlais d'un système médiatique, d'un système aussi éducatif. À l'université, en réalité, le wokisme est très visible aujourd'hui. Mais quand j'étais à Paris 8, il y a une quinzaine d'années, on voyait que tout cela était déjà en germe avec les indigènes de la République et avec un certain nombre de thèses. Alexandre, moi j'étais en 68, 68 pas, à Vincennes, la connerie gauchiste était déjà très présente. Était déjà très présente. Mais enfin, depuis les années 80, avec SOS Racisme notamment, il y a justement eu l'exaltation de ce modèle américain de la part d'une partie de la gauche. Donc je pense que le glissement avait commencé. Et même Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, qui a gagné sur le Karcher, sur une posture d'homme d'ordre. En réalité, il était extrêmement ambigu sur ces questions-là. Lui aussi était fasciné par les États-Unis. Il était très proche de Richard Descoings, qui a institué les quotas à Sciences Po. Donc voilà, c'est une évolution plus globale. Maintenant, Emmanuel Macron, oui, c'est quand même le sommet de la catastrophe. Je voudrais revenir sur un aspect de votre livre où vous parlez, puisque vous avez d'ailleurs c'est un point commun que j'ai avec vous, des origines italiennes, et vous évoquez la violence dont ont été victimes les immigrés italiens en France quand ils sont arrivés dans les années, dans l'entre-deux-guerres, pour la plupart. Est-ce qu'en tenant ce discours, vous ne participez pas finalement à la description d'un peuple français qui aurait été xénophobe? Est-ce que finalement, on pourrait vous dire, puisque c'est arrivé, vous souhaitez la même chose pour les musulmans aujourd'hui que la souffrance qu'ont subi les Italiens avant? Qu'est-ce que vous répondez à ça? En tout cas, le modèle d'assimilation avait une vertu, c'est qu'il n'enfermait pas les immigrés dans un conflit de loyauté. Il les obligeait à choisir. Moi, je pense que le conflit de loyauté peut être douloureux. Et encore, on parle de l'Italie, qui est un pays très proche culturellement de la France. Mais même pour ça, il fallait assumer une forme de déracinement. Mon grand-père a renoncé à sa langue. Alors, dans le livre, je pense que c'est excessif. Mais entre cela et le venez comme vous êtes d'aujourd'hui, je pense qu'il y avait un bon curseur à trouver, si vous voulez. Et qu'à tout prendre, je préférais encore le modèle d'assimilation du début du siècle, parce qu'il a permis de préserver la cohésion nationale et il a permis surtout aux nouveaux venus, finalement, de s'assimiler, d'avoir une forme d'ascension sociale, si ce n'est pour eux, pour leurs enfants. François-Olivier Gisbert, vous pensez que les Français ont été et sont xénophobes? Non. Non, mais ce que raconte Alexandre à propos de sa famille, moi j'ai vécu ça, mon père. Mon père, il a fait le débarquement, c'était quand même pour libérer les Français. Et il entendait dire à longueur de journée, par Elbeuf où il vivait, à côté de Rouen, il entendait dire toute la journée que c'était les Russes, parce qu'il y avait beaucoup de communistes à l'époque, et ils expliquaient les communistes qu'ils avaient à peu près tout fait. D'ailleurs, c'est eux qui avaient libéré la France, d'ailleurs. Et beaucoup de gens le croyaient. Le paraît-il, des 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 fusillés, il y en avait toujours 100 000 de plus. Et ils expliquaient à mon père qu'il n'avait rien fait, qu'il était là. Et mon père en souffrait, je me souviens très bien, parce qu'il disait tous ses copains qui sont morts quand même, puis il suffit de voir d'ailleurs sur les plages du débarquement toutes ces croix, quoi. Et mon père était blessé par ça. Donc cette xénophobie, même l'immigration américaine l'a rencontrée. Mais moi aussi, je suis d'accord. On est d'accord sur plein de choses. Je ne vois pas sur quoi on est en désaccord, à part Macron qui défend encore un peu. C'est le dernier. C'est le dernier. D'accord artificiel. Mais c'est vrai que la xénophobie, c'est quelque chose de... Un peu de xénophobie, ça fait pas de mal, c'est-à-dire que ça montre que le pays s'aime, voilà, c'est tout. Et la xénophobie n'est pas... Vous avez raison. Et puis après, il faut lutter contre ça, bien entendu. Attendez, je dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est une petite réaction naturelle, et puis il faut veiller évidemment à ce que ça ne monte pas dans les tours, Exactement. Parce que les Italiens, ils en ont quand même pris plein la tronche, je sais pas combien de dizaines de morts il y a eu dans le Sud, mais enfin, c'est y aller fort.
Du côté d'Aigues-Mortes. Du côté J'en parle dans mon livre, d'ailleurs. Ah bah on est deux à en parler. Il y a peut-être un... Oui, pardon, Et Alexandre. sachant que la xénophobie n'est pas le racisme, c'est deux choses différentes. La xénophobie, c'est simplement un réflexe de défendre son territoire. Bon. Il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre en désaccord, c'est que, enfin en tout cas, c'est la question de la fracture entre le peuple et les élites. Parce qu'Alexandre Devecchio, vous décrivez un peu dans ce livre comme une sorte de transfuge de classe, passer de la banlieue au Figaro, citadelle de la bourgeoisie, grâce à la méritocratie républicaine. Est-ce que vous croyez, vous, à la lutte des classes, Alexandre Devecchio? Est-ce que vous pensez que c'est encore un moteur important dans notre monde actuel? Écoutez, au sujet du Figaro, je dis que finalement, oui, certes, j'aime pas prendre la posture du transfuge de classe, ni les postures victimaires, ni les postures de transfuge, c'est pas trop mon genre. Je parle d'Annie Ernaux, comment il s'appelle, Édouard Louis, qui sont des sociologues de gauche. Enfin, l'une est prix Nobel de littérature, mais enfin qui en fait parlent de leur classe sociale pour faire dans le misérabilisme et parfois même pour cracher sur leur classe sociale. C'est pas mon cas. Moi, j'ai plutôt une vision combative des choses. Et ce que je dis par rapport au Figaro, c'est certes, je suis arrivé dans un journal, voilà, dans un milieu peut-être plus privilégié socialement que le mien, mais où j'ai trouvé des valeurs en commun en réalité. Donc je crois que pour le coup, la question des valeurs, la question de la culture est peut-être plus importante que la question de la lutte des classes. Il n'en demeure pas moins oui, ça existe, la lutte des classes, c'est pas moi qui le dis. Les milliardaires américains pensent la même chose, si vous voulez. Et donc oui, il y a encore des clivages sociaux dans ce pays. Et quand je parle de fracture entre les élites et le peuple, je pense que sur toutes ces questions-là, il y a quand même eu un sentiment de supériorité morale d'une partie des élites. Pas toutes qui, par antiracisme, par volonté d'être des bonnes consciences, n'ont pas voulu écouter le peuple. Je pense qu'il y a eu à un moment donné, c'est pas une question de classe sociale, mais des élites qui étaient réellement des élites, qui savaient comprendre, entendre leur peuple. Ça a été le cas du général de Gaulle, qui pratiquait une forme de populisme en pratiquant des référendums très régulièrement. Et je trouve que... Oui, mais il n'était pas démagogue, il disait les Français sont des veaux. Il pouvait aussi rentrer... Oui, mais enfin, il était démocrate. Je pense que les classes dirigeantes sont de moins en moins démocrates. Et là, pour le coup, on a l'aboutissement total de ça, de ce qu'on pourrait appeler une forme de centrisme autoritaire, avec Emmanuel Macron, qui n'a pas voulu, après avoir dissous, alors que personne ne lui demandait vraiment, ne veut plus dissoudre et donner la parole aux Français, alors même qu'il n'y a pas de majorité pour gouverner. Je trouve que ça illustre bien une coupure entre les élites et le peuple. François-Olivier Gisbert, je ne sais pas si vous appartenez à cette élite que Alexandre Devecchio critique, mais c'est vrai qu'il dans son livre, Alexandre parle beaucoup de vous. Il dit l'admiration qu'il a pour vous, mais il vous dit, j'en fais partie aussi aujourd'hui. Je pas à part. Mais il dit qu'il a beaucoup d'admiration pour vous, mais il vous qualifie aussi de chantre de l'Europe et de la mondialisation, une des incarnations de l'idéologie dominante de l'époque. Est-ce que vous reconnaissez dans ce portrait? Il y a même l'adjectif conformiste à un moment donné. Voilà. Enfin, c'est pas ce qu'on dit de moi en général. Plutôt perçu comme... Non, il y a des pages aussi très élogieuses. Il y a des pages aussi très élogieuses. Mais oui, non, mais c'est très sympa. Attendez, je suis pas... Non, franchement, c'est très sympa. Mais en dehors de ça, mais parce que ça, en fait, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que j'ai toujours été, par exemple, très européen. Mais c'est normal, parce que je suis un enfant, justement, de l'immigration américaine. Et mon père, il est venu combattre les Allemands. Il y avait dans la famille des origines allemandes. Il y avait aussi des origines écossaises, britanniques, mais anglaises, mais il y avait aussi des origines allemandes. Et comment dire... J'ai vu tout le mal qu'avait fait, à travers les récits de mon grand-père, qui a fait 14-18, qui était à Verdun. Je voyais aussi tout... Et au fond, j'ai très bien compris le rêve européen, qu'on a tendance à oublier, parce que chaque génération croit toujours que l'histoire commence le jour de sa naissance. Mais moi, je suis d'une génération, on entendait les anciens parler de leur guerre, et franchement, ils n'ont gardé que des mauvais souvenirs. Tellement c'était atroce. Et au fond, l'idée, c'était, vous savez, les fondateurs de l'Europe, ils disaient toujours, pour que ça recommence plus jamais, quoi. C'est ça qu'ils voulaient. Et au fond, je suis européen. Mais je suis européen, l'Europe des nations. Moi, j'ai toujours été contre l'Europe jacobine. D'ailleurs,
quand j'étais ici, je travaillais au Figaro, faut demander, vous regardez les collections, tous les combats contre le fromage, vous savez, la suppression du fromage au lait cru, là, c'était sous Delors, je crois qu'ils avaient trouvé rien mieux que de dire, voilà, on va arrêter, on va prendre les fromages maintenant qu'avec du lait pasteurisé, comme les Allemands et les Britanniques, vous avez le résultat des fromages allemands et les fromages britanniques. Bon, bref, et évidemment, on a complètement pété les plombs, on a fait une campagne, mais j'ai fait un nombre de campagnes comme ça, parce que l'Europe, pour moi, chacun doit continuer à vivre avec sa langue, avec ça. Et je trouvais que la formule de Gaulle, l'Europe des nations, j'ai toujours été partisan de cette Europe des nations. Quant à la mondialisation, bah oui, en fait, on peut me reprocher quelque chose, c'est sûr, mais ça j'assume. Je suis libéral, je suis partisan de l'économie de marché, et c'est vrai que le côté souverainiste, ce qu'on appelle le souverainisme, c'est toujours quelque chose qui m'a gêné, parce que c'était une façon de se cacher, c'est-à-dire d'expliquer qu'au fond, si ça n'allait pas la France, c'était parce que c'est l'Europe qui nous obligeait à faire ça. On se rend compte que, par exemple, sur l'agriculture, qui est complètement démolie aujourd'hui par les gouvernements français, ce sont des mesures françaises, ce sont pas, il y a des mesures européennes qui sont ajoutées à ça, bien sûr, mais c'est surtout les gouvernements français successifs, et notamment les derniers, qui ont vraiment littéralement massacré l'agriculture française. Et c'est la même chose sur plein de choses. Regardez la fiscalité sur les entreprises. Enfin, excusez-moi, comment se fait-il que l'industrie est resplendissante en Italie, en Allemagne, et qu'en France, tout se casse la gueule et que nous sommes le pays le plus désindustrialisé d'Europe? Simplement parce il y a une fiscalité extrêmement violente qui pèse sur elle. C'est pas l'Europe, ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis partisan du libre-échange, je suis partisan de l'économie de marché, mais en même temps, c'est vrai que non, les belles lunes des élites, parce que si vous voulez, là-dessus, moi, je ne me suis jamais considéré comme d'ailleurs, assez mal vu par ma profession, parce que j'ai toujours très violemment critiqué la profession. Je crois que c'est une de mes caractéristiques depuis toujours. C'est-à-dire, je trouve que cette profession, elle a une position, une espèce de magistère, donner des leçons, notamment d'ailleurs sur les problèmes de l'identité. Elle a toujours été dans les mauvais combats, et je suis très critique sur les médias. Ça, alors là, il y a un nombre d'articles, de trucs sur la pensée unique, quand j'étais au Figaro, mais j'en continué toujours, parce que je pense que c'est ça le problème. Et moi, j'ai toujours défendu, par exemple, j'ai jamais participé à ceux qui disaient le populisme avec des bouches tordues, c'est l'horreur. Je pense que c'est sain. Je pense qu'il y a quelque chose de sain dans l'idée de populisme, et qui est des populistes dans la classe politique. Je pense pas que c'est une mauvaise chose. C'est pas toujours génial quand ils arrivent au pouvoir, mais ça, c'est autre chose. Alexandre Desclaux, justement, vous parlez du journalisme dans votre livre, puisque vous racontez votre admission au CFJ, une école de journalisme très prestigieuse. Où j'ai été aussi, autre point commun. Ah bah là, non mais décidément, vous êtes, vous êtes des jumeaux, en fait. On n'a pas le même âge, voilà. c'est dommage pour C'est une moi. réincarnation, vous êtes une réincarnation de Francis Gisbert. Et vous écrivez donc votre arrivée au CFJ, où régnait un conformisme idéologique assez étouffant. Mais pareil avec moi, hein, c'était vraiment... 69. Mais vous racontez, non, ce que je veux dire, quand je suis arrivé en 69... Mais il fallait voir la connerie générale. Enfin, c'était... Alors, mais vous racontez même qu'il y a eu un sondage en 2012. Vous avez fait une élection à l'intérieur de l'école pour savoir qui a été président de la République. Et c'est 53% pour François Hollande contre 47% pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, voilà, donc le pluralisme était effectivement bien représenté. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce système médiatique que vous avez quelque part infiltré et son évolution peut-être, parce que ça fait peut-être 15 ans que vous êtes, 20 ans que vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez vu quand même les choses évoluer? Alors, je voudrais d'abord rendre hommage à Franz, parce qu'on croit que j'ai fait un portrait horrible de lui. C'est pas vrai. Je dis à nos téléspectateurs que Franz n'a pas été blessé par Alexandre. Non, mais rien ne blesse, c'est ce que de toute manière... Ils ne se sont pas battus en coulisses, il a juste un petit accident. Il a la cuirasse épaisse, et ça sert à notre point commun. Mais je dis même qu'il a un côté transgressif, et qu'il a accueilli dans ses pages, et ça, il faut le dire, des gens bien que pas souverainiste, bien que plus maastrichtien que moi. Parce que vous avez accueilli Todd, vous avez accueilli Onfray, vous avez accueilli Régis Debray, des gens... J'essaie toujours de penser contre moi-même, parce que j'ai appris ça très jeune, et je pense toujours contre moi-même, même quand je ne suis pas sur ces positions-là. Mais j'ai beaucoup de points communs avec Onfray, quand on gratte un peu, et y compris avec Régis Debray.
Donc voilà, je voulais le souligner, sa curiosité intellectuelle et son sens du pluralisme. C'est passionnant. Non, allez, c'est pas une émission où on se lance des compliments. C'est pas un ping-pong de compliments. Donc, Alexandre, répondez à ma question sur le journalisme. À votre question, oui. Oui, alors pour aller au bout de l'anecdote, donc c'est 53-47 pour Jean-Luc Mélenchon, 53 pour Hollande, 47 pour Jean-Luc Mélenchon. La troisième homme était Eva Joly, qui avait dû faire 2% à l'élection réelle. 0 voix pour Nicolas Sarkozy, 0 voix pour Marine Le Pen. Ouais, et le mieux du mieux, c'est quand même, j'avais voté pour Nicolas Dupont-Aignan. Et oui, vous trouvez ça ridicule. Vous voyez que vous êtes quand même anti-souverainiste, mais c'est pas grave, personne n'est parfait, France. Mais peu importe, ils avaient jugé que c'était tellement loin de leur réalité, si vous voulez, qu'ils avaient compté ça parmi les votes blancs. Ils pensaient que c'était une blague. Donc là, pour le coup, ça traduit bien le conformisme idéologique qui régnait dans ces écoles de journalistes. Et pour le coup, c'est vrai que ça se retrouve après dans les rédactions. Moi, je ne leur en veux pas. Je pense qu'il y avait un problème sociologique dans ces écoles. Et je cite d'ailleurs François Ruffin, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord, mais qui avait fait un bon livre sur le CFJ qui s'appelait Les petits soldats du journalisme, et il expliquait qu'il y avait justement une forme d'homogénéité sociale alors ça il le disait pas, mais pour une raison simple, c'est que en vérité la bourgeoisie de droite longtemps n'a pas voulu envoyer ses enfants dans les écoles de journalisme parce qu'elle jugeait que c'était pour avoir un métier précaire à la fin, et du coup il y avait la bourgeoisie de gauche dans ces écoles bien pensantes, et les classes populaires, effectivement, comme ce sont des écoles assez coûteuses, que le risque est d'être précaire à la fin, et bien les classes populaires sont assez absentes de ces écoles. Donc ça donne une forme d'entre-soi assez parisien qui se retrouve ensuite dans les rédactions. La situation a quand même bien évolué. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la gauche est totalement dominante dans les médias. Ou du moins, elle est dominante, mais elle n'est plus hégémonique comme elle l'était à l'époque du CFJ, mais on a pris du retard. Je termine le livre, avant de parler de France, l'avant-dernier chapitre, c'est justement sur le CFJ. C'est quand je quitte le CFJ, c'est en 2012, élection de François Hollande. Il y a la montée de Marine Le Pen, ça les étudiants ne le voient pas du tout, ça ne les intéresse pas. Et pendant la campagne, il y a l'affaire la tragédie Mohamed Merah, le massacre de l'école juive d'Ozora Torah. Et là, il y a un étudiant du CFJ qui vient d'être pris à la rédaction du Nouvel Observateur et qui tweete quel dommage que ce ne soit pas un nazi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que tout le discours médiatique, c'est un tueur d'extrême droite. Quand apparaît la véritable identité de Mohamed Merah, on dit que c'est un loup solitaire. On a quand même, et moi je comprends pas tout à ce moment-là, mais mon expérience de la banlieue me fait dire que c'est peut-être la tragédie Merah, c'est le début du face-à-face, si vous voulez. Et à ce moment-là, on a quand même perdu du temps. Si on avait écouté certains qui faisaient le bon diagnostic, je pense à Gilles Kepel notamment, peut-être qu'on aurait pu éviter une partie des attentats de 2015, en surveillant davantage, en ayant conscience de l'islamisation rampante, de la radicalisation de certains individus. Ça fait partie, pour le coup, de manière concrète, des conséquences d'un certain conformisme journalistique. On a parlé de la responsabilité des gouvernants, de la responsabilité des politiques, des journalistes. Est-ce que les Français, François-Olivier Gisbert, ne sont pas aussi responsables quelque part de leur propre malheur? Et est-ce qu'on juge la fracture entre élite et peuple comme s'il y avait une élite effectivement qui était responsable, mais cette élite elle est aussi élue par le peuple? Est-ce que vous ne pensez pas que les Français ont aussi leurs responsabilités? Oui, c'est une très bonne question, je suis absolument d'accord. C'est évident que les Français ont leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a dans ce peuple français, mais ça on peut reprendre les textes de Jules César, sur la guerre des Gaules. Non, mais la guerre des Gaules, c'est très intéressant. Ouais. Parce que, le Français, il fait le malin. Gaulois, il est très fier à bras. Et puis, quand la guerre commence, tout le monde s'en va, il se barre. Et puis, De Gaulle, il y a ces grandes phrases très violentes. Il n'y a pas seulement les Français sont des veaux, sur la lâcheté française. Il est très, très violent. Il est très violent. Les Allemands, d'un côté, disent-ils, ça, c'est un peuple très consciencieux. C'est toujours un peu bête de raisonner comme ça, mais enfin, c'est vrai qu'il y a des invariants quand même dans les peuples. Et puis il parle c'est vrai qu'il y a toujours eu traditionnellement une espèce de courage en Grande-Bretagne, sans doute parce que c'est une île, que les conditions, c'est vrai pour vivre
en Angleterre, déjà, il faut être courageux. Avec le temps qu'il fait, enfin, c'est pas la France, quoi, où là, on est quand même... c'est un peu les délices de Capoue, en tout cas pour la partie sud, en tout cas, au-dessus de la Loire, mais même un peu très souvent au-dessus. Et ça, c'est ça toute l'histoire. C'est que, au fond, on est très bien dans ce pays. On est tous très heureux, tout va bien. Et puis, ce que raconte très bien Jérôme Fourquet, quand ça va pas très bien, on va se réfugier avec la famille, on va faire des barbecues dans le jardin le week-end, et surtout, on va pas parler politique. Et je remarque que ça, c'est assez nouveau d'ailleurs depuis quelques années. Dans les familles, quand on fait les réunions de famille, on parle assez peu politique, parce que sinon le ton risque de monter, parce qu'on sent qu'il y a un conflit fort qui est en train de monter, quoi, c'est clair, et qui monte pas seulement chez nous, au Royaume-Uni, on le voit à certains signes, en Allemagne et en Italie aussi. Donc il se passe quelque chose. Mais le peuple français, c'est vrai qu'il marche, enfin, quand on regarde l'histoire, et il peut être très courageux quand il est porté par des politiques qui expliquent ce qu'ils font. On a eu des grands personnages qui font faire, d'ailleurs, parfois n'importe quoi. Aux Français, je pense à Napoléon, qui avait quand même un discours qui savait emballer les choses. Et puis Napoléon III aussi, mais lui qui a construit énormément, qui a refait, réinventé la France. Il faudra un jour le réhabiliter. On essaye toujours, mais enfin, je pense qu'il faut le réhabiliter un jour. Il faudra le réhabiliter encore mieux un jour. Mais on a besoin de grandes voix. Et donc, le peuple, c'est toujours, ça se passe dans une dialectique. L'histoire, elle avance avec des grands dirigeants. Et ce que nous n'avons pas eu, c'est ça le gros problème, c'est que nous n'avons pas eu. Et je pense que le dernier, parce que peut-être qu'Alexandre va me contredire, mais le dernier a été particulièrement catastrophique. Je ne vais pas vous contredire là-dessus. Alexandre, est-ce que vous n'avez pas tendance, dans votre côté peut-être populiste, à idéaliser le peuple, avec d'un côté un peuple qui serait sain et de l'autre des élites qui seraient corrompues, malsaines, détachées, déracinées? Est-ce que c'est pas un peu manichéen? C'est pas ce que je fais, je crois. D'abord, je dis pas qu'elles sont corrompues et malsaines. Je dis simplement qu'elles n'ont pas écouté le diagnostic du peuple sur certaines questions et qu'en plus elles l'ont dénigré. Et ça, je pense que c'est très grave. C'est d'autant plus grave dans ce contexte justement de migration, d'immigration de masse, parce qu'en réalité, le peuple, c'est lui qui fait concrètement l'assimilation. L'assimilation se fait par le haut, les élites y ont renoncé, mais elle se fait aussi par le bas, avec les relations de voisinage, avec le contrôle social qui peut s'exercer. À partir du moment où vous ridiculisez le peuple, vous empêchez toute forme de contrôle social et vous empêchez toute forme d'identification. Les nouveaux venus avaient besoin de s'identifier à un modèle de référence. Or, ils n'ont pas pu le faire puisqu'on leur a répété que les Français étaient racistes, étaient des beaufs, n'étaient pas assez éduqués. Donc je pense que ça a été quand même une erreur fondamentale indéniable. Et je pense qu'il y a une persistance même dans cette erreur, une méfiance des élites. C'est peut-être le résultat de la Révolution française, d'ailleurs, puisque une partie des élites sont passées à l'échafaud à l'époque. Mais je pense d'ailleurs que cette résistance est malsaine et dangereuse, puisque justement, quand on ne veut pas écouter, c'est là qu'on crée les situations explosives, si vous voulez. Et c'est vrai que c'est une dialectique, je suis d'accord avec Franz, c'est qu'on n'a sans doute pas de figure, c'est d'ailleurs un des problèmes de la prochaine présidentielle, de la dimension du général de Gaulle. C'est pour ça que moi, je ne crois pas nécessairement ni à un homme, ni à une femme, ni à un parti providentiel. Et je crois qu'il est temps justement de redonner la parole au peuple. La dernière fois, c'était en 2005, on s'était assis sur la décision des Français concernant le traité constitutionnel européen. Là, je pense qu'il faut leur redonner la parole parce qu'il faut leur redonner une fierté. Et si on veut que ceux qui ne sont pas intégrés, pas assimilés ici, puissent s'identifier au peuple français, il faut que le peuple français revienne aux commandes. François-Olivier Gisbert, vous vouliez rebondir? Oui, c'est-à-dire sur l'histoire des élites, je suis d'accord avec tout ce que Alexandre a dit. Moi, je rajouterais un point important, c'est-à-dire que, d'ailleurs, il en parle dans son bouquin, c'est l'espèce de division atroce en France entre, c'est l'histoire du livre de Christophe Guilluy, c'est-à-dire la France périphérique. Il y a la France des villes petites et moyennes, c'est la moitié de la France, la moitié des Français, et l'autre, c'est la France urbaine. Et au fond, ces élites, elles sont
des villes, dans les grandes communautés urbaines, et puis principalement à Paris, parce que en France, nous sommes certainement le pays toujours, malgré les nombreuses décentralisations, régionalisations, de plus en plus compliquées. Alors on parle toujours du millefeuille, mais enfin c'est pas trop le sujet. Le sujet, c'est que c'est une bureaucratie absolument envahissante, et de toute façon, le pouvoir est toujours à Paris. Et que les dirigeants à Paris veillent toujours à ce que le pouvoir reste à Paris. Et regardez, d'ailleurs, nous sommes le seul pays, pratiquement en Europe, où tous les journaux nationaux sont à Paris. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous allez en Italie, vous allez en Allemagne, en Grande-Bretagne, il y a partout des journaux nationaux dans les grandes villes. Vous voyez, dans chaque grande ville, à la limite, un journal national aussi, comme en Italie. Nous, non. Tout est à Paris. Et ça révèle tout à fait... Et en plus, on a détruit ceux qu'on appelait les barons, c'est-à-dire les députés-maires, qui avaient un pouvoir très fort contre Paris, qui faisait peur à Paris. Georges Frêche, député-maire de Montpellier, il faisait très peur. À l'époque, quand c'était Mitterrand, et il avait peur de lui, parce que, en plus, il avait des militants derrière lui, dans le parti, etc. Puis ça n'intéressait même pas d'être ministre. Bon, parfois, Pierre Mauroy, lui, il a été un puissant maire de Lille, en même temps Premier ministre, mais ce qui était toujours le plus important pour lui, c'était la région. Et c'était une époque, vous voyez, où la région se faisait à travers des personnalités très fortes. On a oublié tout ça, et au fond, c'est ça le problème fondamental des élites. C'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas véreuses en soi, elles ne sont pas un peu corrompues intellectuellement, elles disent toutes un peu la même chose. Mais le vrai sujet, c'est celle toute parisienne, toujours dans l'entre-soi, et avec une méconnaissance totale du pays. Moi, c'est ça qui me frappe toujours quand on va dans ces grands clubs. Là, je faisais autrefois, j'allais au Siècle quand j'étais jeune, quand j'avais son âge. J'allais au Siècle et on voyait tous ces grands patrons, tous ces gens, préfets, des grands magistrats qui avaient fait carrière à peu près partout. Et c'était fascinant de voir leur méconnaissance. Et j'y vais plus depuis longtemps. Sur la fiche Wikipédia, il y a toujours membre de machin, etc. Je ne suis pas allé depuis 50 ans, mais le temps a passé. Mais j'entendais toujours ce mépris de classe, en fait. Parce que la lutte des classes, elle est peut-être finie. Elle persiste, puis elle persistera toujours, parce qu'il y aura toujours des classes sociales. Mais il y a un mépris de classe, en France, c'est clair. Il y a un mépris de classe pour cette pauvre France, qui en plus est celle qui a souffert le plus, qui souffre le plus aujourd'hui, puis ça continue, de la désindustrialisation, c'est-à-dire les usines sont fermées. C'est-à-dire vous allez dans toute une partie de cette petite ville moyenne, vous regardez, vous visitez, et c'est toujours des usines qui ont été transformées en la chaussure ou des choses comme ça, mais c'est fini, c'est mort. En tout cas, je suis contente qu'on puisse parler de lutte des classes sur le Figaro TV, ce qui montre notre ouverture, notre pluralisme et notre absence de sectarisme. Alexandre Devecchio, dans votre livre, enfin vos deux livres d'ailleurs ont une note d'espoir, ça m'a frappé aussi en vous lisant. Vous restez quand même... D'ailleurs, il y a un livre qui prône plutôt le redressement, il y a un livre qui prône la réconciliation. Vous avez chacun un peu cette note d'espoir différente. Et vous, Alexandre, vous parlez de réconciliation française. Dans votre dernier chapitre, vous dites qu'il faut sortir de cette ère du face-à-face pour redevenir côte à côte. Est-ce que c'est pas un peu naïf? Est-ce que vous... J'allais dire, je ne voudrais pas me présenter comme ça. Non, mais c'est ce que je vous cite. Comment oui, concrètement... un peu malicieux, la présentation. Comment concrètement vous pensez qu'on peut réconcilier un pays avec de telles fractures, un tel séparatisme et de tels niveaux de population hétérogène? Est-ce que c'est pas un vœu pieux à la fin de votre livre en disant bon, on va renouer avec l'assimilation, mais comment on fait concrètement? Globalement, on ne peut pas dire que c'est un livre naïf, puisque vu la dureté des constats que je fais, et encore une fois, la première urgence, c'est quand même si je crois à l'assimilation, je crois à une forme de réconciliation, la première urgence, c'est quand même d'arrêter les flux migratoires. Les arrêter, c'est sans doute impossible, mais en tout cas les réduire drastiquement, parce que ce qui empêche l'intégration et l'assimilation, c'est quand même le caractère massif de ces flux. Donc c'est aussi un livre de redressement, c'est que j'attends la personne qui aura le courage, effectivement, la volonté politique de redresser le pays, mais je ne voulais pas faire un livre programmatique. Ensuite, j'ai répondu un peu en fait à cette question, comment on réconcilie, parce que je crois qu'il y a effectivement la fracture entre la France, une France intégrée, une France communautarisée, ça c'est une réalité, mais il y a effectivement la fracture dont on a déjà beaucoup parlé entre les élites et le peuple. Et ça, je pense que pour arriver à la réconciliation,
réconciliation, il faut que les élites redonnent d'abord se rangent à certains constats du peuple, et si elles ne sont pas capables de le faire d'elles-mêmes, lui redonnent la parole, sans doute à travers 4 ou 5 grands référendums sur les grandes questions fondamentales de la nation aujourd'hui. Franz-Olivier Gisbert, vous dites vous aussi, je ne doute pas que l'histoire de notre pays finira par reprendre son glorieux cours. Est-ce que vous croyez qu'il nous faudra un homme providentiel pour ça? Parce que on a l'impression quand même que vous tenez à cette idée d'un homme qui peut redresser le pays. Non, ou une femme, hein, ou une femme, bien sûr. Soyons inclusifs. Regardez, ça n'a rien à voir. Regardez Thatcher. Elle en avait, si je peux me permettre. Bon, et c'est un exemple. Et vous savez, pour redresser un pays, il ne suffit pas d'intelligence. Et d'ailleurs, je pense que c'est même peut-être la dernière des qualités qu'il faut avoir. Il faut surtout avoir du courage et de la volonté. C'est ce qui manque aujourd'hui. On a besoin de courage et de volonté. Et ce courage et cette volonté, ça peut venir sur des gens totalement improbables. Je pense toujours à Gerhard Schröder, par exemple, le chancelier allemand, qui venait de la gauche du Parti social-démocrate, qui était toujours en état d'ébriété, qui, oui, d'ailleurs, il s'entendait très bien avec Chirac, ils allaient boire des coups de champagne ensemble. J'allais aussi de temps en temps, d'ailleurs. Il était très drôle et très marrant. Il n'a pas fait grand-chose pendant son premier mandat. Et puis, brusquement, le deuxième mandat, il s'est réveillé, vers la moitié, parce que ça n'allait pas du tout, et il s'est réveillé, il a commencé à faire ses réformes. Et c'est des réformes qui ont complètement changé l'Allemagne. Et Angela Merkel, qui a été très bien vue par les médias. Alors, toujours se méfier des gens qui sont encensés par les médias, sont toujours des... Enfin, elle, c'est une cloche, quoi. Elle a arrêté le nucléaire, ce qui était vraiment, comment dire, la seule chose à ne pas faire économiquement. Enfin, elle a quand même osé faire ça pour être populaire et pour avoir d'ailleurs des bons articles dans les médias. Mais Schröder, il avait complètement relancé l'Allemagne. Et donc, ça veut dire, ça peut venir à travers n'importe qui, je dirais presque le premier venu. Au lieu de choisir quelqu'un qui parle bien anglais, par exemple, comme le dernier qu'on a pris, ou qui est bien coiffé, prenons quelqu'un qui ait de la volonté. Ça changerait, et ça nous ferait du bien. Alexandre Devecchio, alors je souscris totalement. Je pense qu'il faut aussi en finir avec la dictature des faux experts et à quelqu'un qui a une vision, je dirais. Il n'est pas un grand technicien. Le problème, c'est qu'on a confier le pouvoir à des techniciens en expliquant justement qu'il n'y avait plus de dialectique entre les dirigeants et le peuple, qu'il fallait laisser faire les experts. Moi, je crois qu'il faut quelqu'un qui ait une vision et qui soit capable de réengager un dialogue avec les Français. J'adorais pendant la campagne électorale de 1980, oui, ça devait être cette année-là d'ailleurs, avec Ronald Reagan, qui était candidat à la présidence des États-Unis. Il y avait le même jeu qu'en France. On lui demandait combien il y a de porte-avions, combien il y a de... Chaque journaliste faisait ça parce qu'il ne connaissait pas très bien ses dossiers, quoi. Donc c'était pour le mettre en difficulté. Et à chaque fois, il répondait en rigolant, non mais attendez, je ne vais pas répondre à cette question, j'aurais des conseillers pour s'en occuper. Voilà. Mais on a besoin de ça, on n'a pas besoin de gens qui savent tout. Bon, il y a eu Giscard qui savait tout, il y a eu, comme ça, on a eu un certain nombre de bons élèves, mais quand vous regardez le résultat, c'est catastrophique. Enfin, je ne parle pas de Giscard, mais Fabius, il y a deux personnalités politiques de droite qui viennent comme vous de Seine-Saint-Denis, Alexandre Devecchio, qui ont un peu le même parcours que vous. C'est Jordan Bardella et Sarah Knafo, qui sont nés dans le 93, comme vous. Je parle de Jordan Bardella dans le livre, parce qu'on a fait le même... Mais Sarah Knafo aussi, elle a un peu le même parcours. Sarah Knafo aussi est une enfant d'immigrés qui s'est parfaitement assimilée et qui vient aussi de cette banlieue-là. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces deux personnages de cette génération? En tout cas, on parlait, indépendamment de ce que je pense de leur programme politique ou de leurs idées politiques, tout à l'heure, Franz disait... le sursaut peut venir de personnes qui ne sont pas forcément des experts ou pas forcément le plus grand CV. Alors il se trouve que Sarah Knafo est énarque, mais j'étais un peu dérangé par la condescendance dont certains commentateurs font preuve à l'égard de Jordan Bardella. S'il s'appelait Mohamed, par exemple, moi je pense qu'on trouverait ça très bien, et ce serait très bien. Or, il s'appelle Jordan, il vient de Seine-Saint-Denis. En fait, il a un parcours méritocratique, malgré tout, et on devrait se réjouir. Bon, même si c'est pas c'est un immigré de la deuxième génération, mais c'est quelqu'un qui vient de la classe moyenne, qui a grandi en Seine-Saint-Denis, qui n'a pas eu tellement de pistons. On devrait plutôt se réjouir que dans notre pays, quelqu'un puisse faire ce parcours-là, indépendamment de ce que je pense de ses idées politiques. Merci à tous les deux pour cette émission vivante et passionnante. Je rappelle vos deux livres qui sont absolument brillants et c'est un plaisir de lecture tous les deux, parce qu'ils sont tous les deux très bien écrits. Voyage dans la France d'avant de Franz-Olivier Gisbert et Nous vivions côte à côte d'Alexandre Devecchio. Je les recommande à nos téléspectateurs.
Bonne soirée à tous et la semaine prochaine, ce sera Esprit Libre présenté par un certain Alexandre Devecchio.